aucun signe de dépression. Comme ça, je dis oui parce que ma fille n'est pas dépressive. Et dans aucune littérature, c'est écrit pas que le Roacutan c'est un médicament dangereux. Je dis vous moquez de moi. Nous avons constaté que de nombreux dermatologues ont tendance à dire à leurs patients qu'il n'y a sûrement pas de lien entre la prise de l'isotrétinoïne et la dépression. Est-ce que ça vous inquiète ? Cette attitude ne correspond pas à nos recommandations, à ce que nous indiquons dans les informations à propos du médicament. Effectivement, oui. Nous avions déjà constaté lors de la mise sur le marché que l'information sur les dangers du médicament pour les femmes enceintes n'était pas bien passée. Alors dans ce cas-là aussi, il faut probablement prendre des mesures et donner plus d'informations. Pendant que Swissmedic réfléchit, le département de la santé du Tessin a décidé de prendre des mesures. Premier en Suisse, le canton va envoyer aux dermatologues et aux psychiatres un questionnaire pour évaluer ce qu'ils savent des effets secondaires du Roacutan. Avec ce questionnaire, ils recevront une documentation importante comprenant les données des dernières études publiées. Le but est d'améliorer l'information. Nous allons récolter les données sur la situation actuelle. Mais dans l'avenir, des études scientifiques sont nécessaires pour pouvoir évaluer correctement la relation entre ce médicament et les effets secondaires sur le psychisme. Il est très important que ces études soient faites de manière indépendante. Je veux dire complètement indépendante de l'industrie pharmaceutique. En septembre 2006, la Bath University en Angleterre et l'Université du Texas publient ensemble une nouvelle étude indépendante sur le Roacutan. Michel Lane, professeur adjoint en écologie humaine, a participé à cette étude. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris deux groupes de souris adolescentes. Le premier a reçu une injection du médicament à la dose correspondante à celle donnée habituellement aux humains. L'autre groupe a reçu un placebo. Les souris ont reçu ces injections de médicaments ou de placebo durant 6 semaines. Ensuite, les souris ont été soumises à une série de tests de comportement qui ont été validés pour évaluer les antidépresseurs. Le but de ces tests, c'est de modéliser ce qui se passe chez les humains. Bien sûr, une souris n'est pas un humain et elle ne peut pas dire si elle se sent triste ou non. En revanche, on peut mesurer chez l'animal le manque de volonté d'échapper à une situation périlleuse. En théorie, ça correspond à un manque de motivation chez l'humain dépressif. Les résultats de notre étude montrent une augmentation du comportement dépressif chez les souris adolescentes à qui on a injecté de l'Acutan. Cette étude a fait grand bruit dans la presse internationale qui voit dans ces résultats la preuve scientifique de la relation entre le Roacutan et la dépression. Exactement au même moment se tiennent les journées portes ouvertes de Roche à Bâle. Mais pas question d'en profiter pour poser des questions dérangeantes. Roche a refusé de commenter les articles de presse sur l'étude de Michel Lane et nous a écrit « Notre position n'a pas changé et nous ne voulons pas participer à votre émission ». Reste cette question, quand et comment ce médicament a-t-il été testé avant d'être commercialisé? Les expériences sur l'homme ont commencé en Suisse et aux États-Unis dans les années 70. Mais dans les documents fournis aux autorités pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, aucun cas de dépression n'a été signalé. Pourtant, il y a 20 ans, au Tessin, le fils de ce couple a pris du Roacutan avant sa commercialisation. Aujourd'hui, il décide de témoigner. Il était ce genre de fils que tout parent désire avoir. Il était motivé pour ses études, ouvert et joyeux. Il voulait devenir journaliste ou quelque chose dans ce genre, il aurait aimé. Mauro avait de l'acné. À partir d'août 79, il a été soigné par un dermatologue, le docteur Gillet, directeur d'un grand hôpital. Nel mese di gennaio del 1981
En janvier 1981, ce dermatologue propose un traitement nouveau, déjà testé aux États-Unis, et qui avait des effets quasi miraculeux. Le dermatologue prescrit 2 cures de Roaccutane à Mauro entre 81 et 83. À ce moment-là, le médicament n'avait pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché. Il était encore en phase d'expérimentation. 1 an plus tard, Mauro va mal. Il m'a appelé et m'a dit « Papa, je n'arrive plus à connecter mon cerveau. Je ne comprends pas quand les gens me parlent. Je me sens dans une grande confusion. » Je n'arrive pas à me concentrer. Je dois faire des efforts gigantesques. Le sens des mots et des phrases m'échappe, comme si tout était instable et superficiel. Même les choses simples et logiques me désespèrent, parce que je ne les comprends pas. En août 85, on a heureusement trouvé un psychiatre qui l'a accepté en cure. Après un mois, il m'a convoqué et m'a dit « Écoutez, je n'ai trouvé aucun trouble psychiatrique chez votre fils. Il y a quelque chose qui m'échappe. » Il a alors organisé un rendez-vous avec le professeur Mumenthaler à Berne. C'était un neurologue très renommé, un des meilleurs du monde à ce moment-là. Mais le neurologue ne trouve rien chez le jeune garçon. Son psychiatre l'adresse alors à un autre spécialiste qui propose d'interner Mauro dans une clinique. Il est rentré à la maison en pleurant. Il était désespéré, nous avons eu du mal à le calmer. Il disait « Je ne veux pas finir entre les mains des psys ». Il avait très peur d'être interné pour des semaines ou des mois dans un hôpital psychiatrique. Mauro s'accroche, s'inscrit à l'université, il n'est plus sous Roaccutane. Pourtant, en juillet 87, c'est le drame. Mauro avait quitté Pavie très tôt ce matin-là. Mais au lieu de rentrer à la maison où mon épouse l'attendait, il a continué jusqu'au pont de l'autoroute. Il s'est arrêté au milieu, a écrit en lettres majuscules « Au secours » sur une feuille, qu'il a scotché sur le pare-brise de sa voiture. Et ensuite, il a sauté. En 1998, j'ai lu dans 2 journaux un tout petit article de la taille de 2 timbres sur les dangers du Roaccutane. Mais c'était vraiment un tout petit article comme ça. J'ai immédiatement écrit une lettre au docteur Gillet, le dermatologue. Il était très aimable. Il m'a donné un rendez-vous tout en m'envoyant une lettre disant qu'il n'y avait absolument aucun problème. Quand je suis allé le voir, il m'a dit « Non, soyez tranquille, il n'y a rien ». Je me suis laissé convaincre. Mais je comprends aujourd'hui qu'il m'a pris pour un imbécile. Vraiment. En 2005, Hans Weick voit un nouveau reportage à la télévision sur le Roaccutane. Avec ses connaissances d'ancien directeur de caisse maladie, il décide d'investiguer. En 1998, le dermatologue lui avait donc dit qu'il n'y avait aucun lien. Il découvre que le médecin avait pourtant signalé le cas comme soupçon de suicide dû au Roaccutane aux autorités sanitaires et à Roche. Il avait même écrit la lettre suivante à une consoeur dermatologue de Genève. 3 de mes patients se sont effectivement suicidés sous Roaccutane. L'un d'entre eux est le fils d'un collaborateur haut placé dans une caisse maladie. Je peux m'attendre à des conséquences légales et c'est pour cela que j'essaie de mener des investigations ouvertes et correctes au maximum. Hans Weick demande alors à Roche toutes les informations sur le cas de son fils. Ce sont des avocats qui lui répondent. Nous n'avons trouvé aucun document en relation avec votre fils dans notre base de données. En 1998, son suicide nous a tout de même été signalé.